Bonjour, mon nom est Louis-Alexandre Lantier. Je suis un des directeurs de conseil d'administration du Centre Pearson, un organisme qui suscite le dialogue démocratique et la réflexion sur les enjeux canadiens. À travers nos événements et nos sessions en ligne comme celle-ci, nous cherchons à susciter la conversation à la fois enrichissante et parfois provocante qui nous amène à réfléchir sur les meilleures façons d'améliorer le Canada et sur notre rôle sur la scène internationale. Ces activités sont rendues possibles grâce au soutien de nos partenaires principaux que je tiens à remercier sincèrement. Ontario's Professional Employees, Bruce Power, Canadian Building Trade Union, Cannabis Council of Canada, Fasken, Nuclear Waste Management Organization, Sandstone Group et TikTok. Merci à chacun d'entre eux pour leur contribution et leur engagement envers le dialogue public. Le 30 octobre 1995, plus de 5 millions de Québécois se sont rendus aux urnes pour répondre à une question qui va marquer notre histoire. Êtes-vous d'accord que le Québec devienne souverain après avoir offert au Canada un nouveau partenariat économique et politique? Avec un taux de participation record de 93,52 %, le non l'a emporté par seulement 54 288 voix, soit 50,58 % contre 49,42 %. Près de 30 ans plus tard, nous revenons sur ces heures décisives avec un témoin qui était central dans le débat, l'honorable André Ouellette, qui était ministre des Affaires étrangères et lieutenant du Québec sous le gouvernement de M. Jean Chrétien. André Ouellette est élu député libéral de Papineau en 1967. Il servira sous Pierre-Éliott Trudeau et Jean Chrétien, occupant plusieurs portfolios, dont les travaux publics, le travail et enfin les affaires étrangères. En tant que registraire général du Canada, il fut l'un des 4 signataires de la proclamation de la loi constitutionnelle de 1982. En 1995, il joue un rôle clé dans la campagne du non, chargé de coordonner les efforts libéraux au Québec. Homme de terrain, stratège et bâtisseur de ponts, il demeure aujourd'hui une voix respectée sur les enjeux d'unité et de gouvernance canadienne. Monsieur Ouellette, merci beaucoup de partager votre temps avec nous aujourd'hui. Ça me fait plaisir. Votre carrière politique couvre 2 référendums, un rapatriement de la Constitution canadienne. Ramenez-nous un peu à l'essence, l'atmosphère autour du début de la campagne référendaire de 1995. Quand même un moment marquant de l'histoire canadienne. Ça a été un référendum extrêmement difficile, beaucoup plus que le premier, parce que la question n'était pas claire. Et aussi parce que les représentants du gouvernement canadien ont été mis de côté un peu. Dans le premier référendum, il y a eu une coordination assez impeccable entre le Parti libéral du Québec, qui était l'opposition officielle, et le gouvernement canadien. Mais au deuxième référendum, ça a été beaucoup plus difficile. Et évidemment, le Québec a connu un soubresaut. Si vous vous rappelez, M. Bouchard, qui est sorti d'hôpital comme un miraculé, a complètement changé la donne. Son enthousiasme, sa verve ont fait que lui a pris le contrôle du camp du oui. Et immédiatement, le pourcentage en faveur du oui a monté de façon assez remarquable, au point où ça a fini, comme vous savez, 51-49, n'eût été des interventions de dernière seconde du gouvernement canadien, peut-être qu'on aurait perdu le référendum. Le fameux ralliement des gens venant de partout a été, à mon avis, un élément décisif pour permettre au camp du non de l'emporter. Est-ce que le manque de coordination, peut-être, entre les fédéralistes provinciaux, si je veux le dire comme ça, versus les fédéralistes canadiens, du gouvernement, oui.
peut être la raison pourquoi la campagne, il me semble qu'elle avait un peu de difficulté à démarrer, justement. Oui. Bien, c'est assez surprenant parce que M. Johnson, qui normalement aurait dû être très heureux d'avoir Mme Robillard, qui venait du provincial, qui était une ancienne ministre libérale provinciale, en charge pour nous du camp du non, au lieu de prendre ça comme un atout, il percevait Mme Robillard comme potentielle remplaçante de son propre leadership. Et ça a causé énormément de difficultés. Ouais. Qu'est-ce qui a fait que vous pensez que le camp du non a accepté la participation du milieu fédéraliste? Bien, d'abord, ce qui est arrivé, c'est qu'au début, les sondages montraient que le résultat serait sensiblement le même que lors du premier référendum. Et effectivement, si ça n'allait pas très bien pour le clan du non, ça n'allait pas très bien pour le camp du oui non plus avec M. Parizeau. Mais l'entrée de Lucien Bouchard dans la campagne a complètement bouleversé les choses. Et deuxièmement, la question qui était trompeuse, c'est une question vraiment piège, qui n'a pas été assez fortement dénoncée par le camp du non. Je me rappelle que M. Chrétien était prêt à publier un document décortiquant au complet cette question problématique. Et M. Johnson n'a pas voulu que ce document soit publié. Au début, M. Chrétien suggérait que les deux signent le document. Et comme Johnson ne voulait pas, M. Chrétien a dit, bon, ben signe-le tout seul. Mais il faut que les Québécois savent que c'est une question trompeuse. Ça n'a pas de bon sens. Et Johnson n'a pas voulu. Et quand on regarde des sondages qui ont suivi le référendum, plus de 25% des gens qui ont voté oui pensaient qu'il restait dans le Canada. Et ça, ces sondages-là sont venus confirmer que c'était une question trompeuse. Oui, non, effectivement. D'ailleurs, en introduction tantôt, j'ai dû lire la question et je pense que je me suis réécrit à peu près à 3 fois avant de pouvoir la faire au complet. Oui, mais non, c'est évidemment, M. Parizeau voulait gagner et savait que pour gagner, il ne pouvait pas poser la question, voulez-vous, oui ou non, sortir du Canada. Vous étiez lieutenant du Québec à l'époque aussi. Oui. Vous êtes ministre des Affaires étrangères, mais deux fonctions assez importantes. Le mandat du lieutenant du Québec, quand on rentre dans un mode référendaire comme ça, pouvez-vous peut-être nous décortiquer ça un petit peu? Bien, moi, j'ai toujours aimé travailler en équipe. Et évidemment, comme ministre des Affaires étrangères, je savais que je ne pouvais pas consacrer autant de temps que j'aurais voulu à la campagne référendaire. Et effectivement, il fallait mettre de l'avant des gens proches du gouvernement libéral, de l'ancien gouvernement libéral. Et c'est pour ça que nous avions demandé à Mme Robillard de représenter les fédéralistes au sein de ce comité. Et je me fiais aussi beaucoup à Alfonso Gagliano, qui était l'organisateur pour nous au Québec. Alors, c'est les deux personnes clés qui devaient jouer un rôle et qui, littéralement, ont été ignorées complètement par le camp du non, et en particulier par M. Johnson. Puis, comment qu'on travaille avec ça pour être capable d'avoir notre voix quand même? Parce que je pense que à la dernière minute, quand on a vu dans la dernière semaine que ça allait mal, M. Chrétien a décidé d'intervenir. C'est comme ça qu'il y a eu ce grand ralliement, d'abord à Verdun, le soir, un meeting politique
avec beaucoup de dynamisme et d'enthousiasme. Ensuite, l'organisation de Canadiens venant de partout dire aux Québécois, non, non, on veut vous garder dans le Canada, vous faites partie de notre pays, on vous aime, on veut vous garder. Et je pense que c'est une intervention aussi télévisée, très, très musclée de M. Chrétien. Et ces trois activités de dernière minute ont contribué à sauver les meubles. Oui, non, c'est ça. On parle effectivement des moments marquants à partir de ce moment-ci. Mais on regardait tantôt la photo justement du rassemblement à Montréal le 27 octobre. Moi, j'étais là à ce moment-là, à tous mes grands auteurs de 18 ans ou de 19 ans. Oui. Ça a été quand même un grand succès de pouvoir rallier tous les gens comme ça. Et les gens qui venaient de partout, qui prenaient des vols à travers de Vancouver et tout pour venir à Montréal. Moi, je pense que ça a été un facteur qui a, avec une marge aussi mince, je suis convaincu que ça a été un facteur déterminant pour la victoire du camp du non. Il y a eu le débat aussi, qui a été un moment marquant. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous vous rappelez à ce moment-là ou qui aurait été... Pas vraiment. Non? Non. Non, ceci a eu lieu plus tôt. Okay. Et à ce moment-là, le vent n'avait pas commencé à tourner. Okay. Parce que c'était quand même un débat avec M. Bouchard, M. Chrétien, M. Johnson. Donc, d'avoir M. Chrétien maintenant dans le portrait maintenant, qui est en train de défendre, puis de prendre le bâton, si on veut, à partir de ce moment-là. Oui, en fait, moi, personnellement, je dis, si on a gagné, c'est grâce à Jean Chrétien. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui seraient d'accord avec vous. Dites-moi, on regarde les sondages, on sait que ça ne s'en va pas exactement comme on veut, mais on reste quand même, d'après les oui-dire qu'on entend là autour de... C'est au niveau du cabinet, au niveau de à ce moment-là, l'opinion n'est pas encore qu'on est dans le trouble. L'opinion est encore on va gagner. Oui, absolument. Oui. Alors... Sauf les sondages de la dernière semaine. OK. Là, on s'est rendu... À partir de ce moment-là, les gens à Ottawa, ça s'est à partir de ce moment-là, M. Chrétien a dit que Johnson aime ça ou pas, moi j'interviens. Puis c'est à nous à prendre des initiatives pour faire tourner Au niveau des sondages pour la participation de M. Chrétien, ces chiffres étaient quand même assez hauts aussi. Oui, absolument. Donc, il y avait une raison pourquoi il devrait être impliqué. Alors, écoutez, il est premier ministre du Canada. Oui. Et c'est l'avenir du Canada qu'on est en train de jouer, là. Faut pas se leurrer. C'est la division d'un pays. Ouais. Et le chef du pays n'aura pas le droit d'intervenir, mais c'est complètement ridicule. Je suis très d'accord. J'ai parlé avec quelques-uns de vos collègues de l'époque, mais qui étaient des ministres hors Québec. Oui. Et donc, ils me partageaient avec moi, leur vouloir de participer dans la campagne, mais toujours avoir un problème au niveau de coordination, puis comment on implique ces gens-là au Québec en particulier, où il y avait peut-être un sentiment de dire, c'est peut-être mieux si c'était juste les ministres fédéraux québécois qui sont impliqués et pas nécessairement ceux soit de l'Ontario ou de la Colombie-Britannique. Même plus, même les ministres québécois n'étaient pas bienvenus. Vous pensez peut-être que c'était une mauvaise perception de leur part vis-à-vis Non, de ça? c'est que M. Johnson voulait mener cette campagne tout seul et voulait gagner pour pouvoir redevenir premier ministre. Lui, ça faisait partie de son mandat pour essayer de reprendre le pouvoir au Québec par la suite. Je comprends. Donc, à ce niveau-là, c'était pas une question de la symbolique anglophone versus francophone ou quoi que ce soit? Le seul qui était bienvenu auprès c'était M. Charest. Oui. Et effectivement, M. Charest a été exceptionnel. Et lui, ça lui a bien servi par la suite aussi. Absolument. Oui, non, effectivement.
Le soir du référendum, vous m'avez dit tantôt, vous étiez pas à l'extérieur la veille. J'ai été un peu en retrait parce que mes fonctions de ministre des Affaires étrangères m'obligeaient à être au Moyen-Orient pour une conférence économique sur le Moyen-Orient qui se tenait en Jordanie. Alors, je suis rentré, en fait, le jour du vote pour être présent à la réunion du Conseil des ministres du lendemain. Je suis arrivé et, évidemment, j'ai ouvert la télévision et ça ne m'inquiétait pas beaucoup parce que, évidemment, le camp du oui était en avance, mais cette compilation de votes venait du milieu rural. Oui. Et de certaines régions du Québec où le Parti québécois était plus fort. Alors, je dois dire que je n'ai pas eu vraiment peur. Je me disais, bon, le vote de Montréal va rentrer et puis on va gagner. Mais je ne pensais jamais que ça serait aussi serré. Alors, quand on voit les chiffres très proches comme ça, oui. Comment on se sent à ce moment-là? Savez-vous, moi j'ai été organisateur politique et j'avais l'habitude des compilations et tout ça. Et dans mon esprit, on gagnait. Le vote de Montréal était pour renverser la vapeur et nous faire gagner. Alors, je n'ai pas craint vraiment la catastrophe que certains ont craint. Vous étiez dans une conférence internationale quelques jours avant. Est-ce que les gens vous en parlaient là-bas, vos homologues internationaux? Écoutez, je vais toujours me rappeler de ceci. Le secrétaire général des Nations unies, Boutros Ghali, m'a dit, textuellement, « Vous êtes fous, les Canadiens, de permettre à des gens de briser votre pays à 50 plus 1. C'est même pas la majorité de la population parce qu'il y a des gens qui sont trop jeunes pour voter, puis il y a des gens qui ne vont pas voter. Alors, vous mettez en péril votre pays pour une fraction de gens qui ne sont même pas la majorité de la population. » Ça m'a vraiment marqué. Et effectivement, où dans le monde un mouvement indépendantiste peut-il faire un référendum? Le Canada est un pays de démocratie extraordinaire. Je vais en profiter parce que vous m'avez conté l'histoire tantôt, puis je pense que c'est un moment idéal pour que vous la racontiez à nos téléspectateurs. Mais vous avez une petite histoire au niveau de pourquoi on a des référendums ici? Bien, oui. Je me rappelle, parce que j'étais au début de l'adjoint du ministre de la Justice de l'époque, Guy Favreau. C'est au milieu des années 60, au début des années 60. Et si vous vous rappelez, il y a eu des gens qui volaient des armes un peu partout et il y a eu des monuments qui ont explosé. Alors, il y avait une espèce de mouvement de violence pro-indépendance qui se manifestait. Et Guy Favreau a discuté avec M. Pearson, le premier ministre, pour dire, écoutez, plutôt que de rendre criminels ces jeunes qui font ce grabuge, disons donc, si vous voulez l'indépendance, faites-le by ballot, not by bullet. Et alors l'expression win by ballot, not by bullet a été acceptée par le Conseil des ministres et surtout par le premier ministre, M. Pearson, qui a eu la clairvoyance de dire, oui, vous voulez vous séparer, bien, faites-le démocratiquement. Et ça, c'est tout à son honneur, parce que
on le sait, la violence amène des morts. Il y a eu effectivement M. Laporte qui est mort à cause du FLQ. Mais heureusement, le chef du mouvement indépendantiste au Québec, René Lévesque, était aussi, comme M. Pearson, un grand démocrate. Et qui a dit non, 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 on va le faire démocratiquement. On a le droit, le Canada nous permet de faire un référendum et de créer notre pays démocratiquement. Je suis contre la violence. Et il a dénoncé la violence. Alors, moi, je dis, le Canada, c'est un exemple extraordinaire dans le monde de permettre justement à des gens qui voudraient faire autre chose, qui voudraient vivre dans un autre pays, de pouvoir le faire démocratiquement. Ce que j'aime de cette histoire, c'est qu'en 1995, lorsque le vote a eu lieu, que tout était déclaré, il n'y a pas eu d'armement, il n'y a pas eu de... Il y a eu de la manifestation un peu, mais il n'y a pas eu absolument. Des actes de violence comme tels non plus. Tu sais, les gens sont retournés au travail le lendemain, puis la vie a continué un peu. Alors, vous savez, on regarde les jeunes qui sont pour l'indépendance du Québec. Si tous ceux qui ont voté une première fois pour l'indépendance et tous ces jeunes qui ont voté lors du deuxième référendum étaient encore tous indépendantistes, l'indépendance serait faite aujourd'hui. Moi, je respecte les jeunes, même je les admire de vouloir avoir une espèce d'idéalisme, de vouloir créer un pays. Mais aussitôt qu'ils rencontrent des anglophones, ils réalisent qu'ils ne sont pas si méchants que ça. Et aussitôt où ils commencent à travailler dans le monde des affaires, ils réalisent que les Québécois, les francophones peuvent tirer leur épingle du jeu de façon absolument remarquable au Canada. Il n'y a pas vraiment d'obstacle majeur qui empêche un Québécois de s'épanouir et de réaliser ses rêves. Effectivement. D'ailleurs, je travaille à Ottawa, ici, dans une firme, et nous sommes rendus maintenant quelques Québécois dans la firme. Et là, nos collègues sont « Comment on peut faire pour apprendre le français? » Oui. On veut savoir qu'est-ce que vous dites. Oui. Mais on voit de plus en plus de gens qui s'impliquent comme ça. Je me rappelle, il y avait eu un échange d'étudiants de l'Université d'Ottawa et de l'Université de Riga. Et c'était peu de temps après le premier référendum. Puis mon fils avait invité deux jeunes latviens d'habiter chez nous. Et le soir, à un moment donné, la conversation a commencé sur vous avez eu un référendum, et puis les gens seulement 40% ont voté pour se séparer. Nous, si on avait la chance de faire ça, ça serait à 90% et plus. Alors, voyez-vous, la vie du Latvien sous le régime russe, et c'est pas la vie du Québécois sous le régime canadien. Non, effectivement. Vous avez mentionné tantôt, vous avez fait allusion un peu justement à cette pas séparation, mais cette diversité entre l'urbain et le rural pendant l'élection, pendant le référendum. Aujourd'hui, on entend encore parler un peu, en ce moment, de peut-être un autre référendum. Je ne sais pas si vous avez suivi un peu, mais est-ce que vous pensez que cette division entre le rural et le urbain continue d'exister au niveau de... Malheureusement, oui, d'une certaine façon. Et ça, je pense que le Québec profond est catholique et francophone. Alors ces gens-là, qui sont moins exposés que d'autres aux anglophones, sont peut-être portés plus facilement à accepter l'idée d'avoir leur propre pays.
alors que les gens en milieu urbain sont confrontés par des gens qui viennent de peu partout, plusieurs langues, et forcément sont obligés d'un peu de faire la part des choses et d'être moins, en fait, d'être moins portés à vouloir avoir leur propre pays parce qu'ils se disent, ben, on en a déjà un qui répond parfaitement à nos besoins. Je regarde en ce moment, à travers le monde, il y a plusieurs crises qui existent. On voit ce qui se passe aux États-Unis, par exemple. On voit ce qui se passe en Ukraine, ce qui se passe entre Israël et la Palestine, tout ça. Donc, est-ce que vous croyez qu'aujourd'hui, avec les médias sociaux, le Québécois qui est en milieu rural peut peut-être avoir accès à ça aussi? Croyez-vous que ça vient... Vous avez visité des endroits partout à travers le monde. Croyez-vous que quand on a cette perspective internationale, ça nous ramène à chez nous après, puis on se dit, bien, est-ce qu'on est capable de voir c'est bon pour nous? Il n'y a aucun doute, comme je disais tout à l'heure, les jeunes qui au début étaient pour l'indépendance, à partir du moment où ils commencent à sortir, commencent à travailler, réalisent ce qui se passe ailleurs, leur opinion change considérablement. Et je présume que c'est la même chose pour quelqu'un qui vit dans mettons, à Jonquière, qui n'a jamais sorti de Jonquière, qui a passé toute sa vie à Jonquière, et qui se dit, ben, pourquoi pas? Ouais. Qu'est-ce que ça nous donne d'être Canadien? On est aussi bien d'être Québécois. Alors, c'est pas un mauvais jugement sur ces gens-là. Je pense que c'est une question de tradition, d'habitude et d'environnement qui est propice à cette idée. Oui, ils aiment être chez eux, ils aiment se reconnaître. Donc, exactement. Ouais. Donc, on parlait un peu plus tôt, on est une génération plus tard. Oui. Comment que vous voyez ça avec cette nouvelle génération qui suit? Les sondages ne semblent pas nécessairement être favorables pour un référendum encore. Les jeunes semblent penser à leur emploi, à leur famille, donc leurs finances pour leur maison, quoi que ce soit. Donc, ce n'est pas vraiment un enjeu qui vient les interpréter, ce qu'on peut voir, mais... Non, mais ensuite, avec ce qui se passe avec notre voisin du Sud, la situation des relations avec les États-Unis fait que un Québec indépendant devient encore plus problématique. Et si Trump veut annexer le Canada, qu'est-ce que vous pensez qu'il ferait? Il annexerait le Québec assez facilement. Non, je comprends que des jeunes se disent « Ah, créons notre pays », c'est magnifique. De rêver de créer quelque chose pour des jeunes, c'est magnifique. Maintenant, il faut regarder. Si la Californie voulait se séparer des États-Unis, ça ne se ferait pas. Non. Les mouvements d'indépendance se font dans la violence. C'est l'histoire du monde. Alors que nous, il n'y en a pas de violence. Et alors, on permet aux gens d'exprimer leur point de vue. Et moi, je pense que le gros bon sens, s'il y a un troisième référendum, va primer encore. Les gens vont dire « Non, qu'est-ce qui arrive après, là? Québec se sépare. Qu'est-ce qu'on fait des frontières? Si le Québec a le droit de se séparer du Canada, mais pourquoi Gatineau n'aurait pas le droit de se séparer du Québec? Pourquoi un canton de l'Est n'aurait pas le droit de se séparer du Québec? Tu sais, ensuite... on se sépare sur la langue à partir de ce moment-là. Le Québec, qu'est-ce qu'il fait avec la dette nationale? Et la dette nationale canadienne, il y en a une partie qui appartient au Québec. S'ils se séparent, il faut qu'ils assument cette dette-là. Les services canadiens qui sont donnés, payés par les payeurs de taxes canadiens de l'ensemble du Canada,
est-ce que le Québec, ils disent, oui, mais nos taxes s'en vont à Ottawa. Ben oui, mais les taxes s'en vont à Ottawa. Il y a des services. Il y a des services qui viennent avec, exactement. Ben voyons donc, les allocations familiales, les pensions de vieillesse, l'assurance chômage, tout ça sont des programmes fédéraux payés, pas juste par les payeurs de taxes québécois, mais par les payeurs de taxes de l'ensemble du Canada. Est-ce que ces services-là vont continuer? Est-ce qu'ils vont être donnés au même prix? Il y a toute une série de questions qui font que quand on réfléchit à la situation et qu'on regarde ça objectivement, ben on se dit, écoutez, on vit dans l'un des plus beaux pays du monde, dans un des pays les plus pacifiques, les plus prospères. Ben pourquoi se séparer? Pourquoi se séparer, effectivement? Tu sais, si on brimait les Québécois, si on leur empêchait de parler le français, si on leur empêchait d'avoir leur propre entreprise, si on les empêchait d'aller à l'université, et on dirait, oh, un instant, on va avoir notre propre pays. Mais le Québécois est d'une liberté, dans une totale. Tout ce qu'il peut, tout ce qu'il veut, il peut le faire. Oui, on a accès à tout. Pardon? On a accès à tout. Absolument. Absolument. Juste rapidement, parce qu'on commence à tirer vers la fin, je reçois des signaux. Je m'excuse. C'est bien bon, c'est très passionnant. Qu'est-ce que vous pensez qui est le plus grand héritage du référendum de 95 aujourd'hui? Le plus grand héritage. Qu'est-ce qui en est découlé, là, qui dit que... Je pense que il faut être honnête. Si vraiment on veut faire une démarche vers l'indépendance, il faut poser la vraie question. Et moi, ce que je retiens de ce référendum, c'est que ça a été un cauchemar pour tout le monde. Et ça aurait été encore pire s'il avait fallu que ça soit 51-49 pour le camp du oui. Si 80% des Québécois veulent se séparer, moi, je suis d'accord. Je reviens à ce que les jeunes Latviens m'ont dit. Nous, si on avait la chance, c'est à 90% qu'on voterait pour l'indépendance. Le jour où une majorité, pas de 50+1, mais une majorité forte de Québécois qui disent « Nous, on veut avoir notre propre pays », bien d'accord. Mais pas à 50+1, avec une question trompeuse. De là, la loi sur la clarté aussi qui en a suivi. Oui. Mais question du pourcentage n'a jamais été impliquée. Et on s'en tenait au langage utilisé et non nécessairement au chiffre de résultats. Je me rappelle d'avoir discuté de ça déjà dans le Conseil des ministres à l'époque. Et M. Trudeau, au premier référendum, avait dit, écoutez, si on marque un pourcentage, c'est comme si on donnait un coup de pic, là, ça va réveiller le mouvement, puis ils vont dire il faut atteindre ce chiffre-là. C'est pas... touchons pas à ça. Mais je pense qu'effectivement, on n'a pas touché à ça, mais la réalité, c'est qu'un gouvernement qui fait l'indépendance du Québec avec moins de citoyens qui sont favorables, parce que je reviens toujours avec ce que Boutros-Ghali disait, comment pouvez-vous accepter qu'une minorité, par 50+1, si vous ne comptez pas tous ceux qui n'ont pas le droit de vote et tous ceux qui n'ont pas voté, vous ne l'avez pas, votre majorité. Comment pouvez-vous créer un pays avec une minorité de gens? Vous avez mentionné tantôt que vous aviez travaillé à l'époque avec M. Pearson, mais en tant qu'employé. Oui. Mais vous avez aussi siégé absolument pendant les quelques dernières années. Oui, ma carrière comme député a commencé en 1967. Avant, je travaillais pour Guy Favreau, qui était le leader du Québec pour M. Pearson. Alors, j'ai eu l'occasion de voir de près M. Pearson et d'admirer cet homme. C'était non seulement un grand diplomate,
mais un politicien qui, malgré des gouvernements minoritaires, a fait beaucoup pour le pays. Les programmes sociaux qui ont vu le jour sous M. Pearson sont des programmes sociaux assez extraordinaires. Pearson a permis d'abord d'avoir non pas de la violence, mais un exercice démocratique pour les Québécois, mais aussi le plan de pension du Québec. C'est sous M. Pearson que le Sage, à l'époque, a obtenu ce plan de pension québécois. Pearson a fait beaucoup. Dans mon livre à moi, c'est un des très, très grands premiers ministres du Canada. Un homme reconnu à l'international, surtout. Oui. Mais qui a quand même fait beaucoup ici au Canada. Au Canada. Il a, au fond, c'est une époque où le vote était fractionné. Il y avait le Crédit social qui prenait beaucoup de votes, le NPD, le Parti socialiste de l'époque, qui prenait aussi beaucoup de votes, de sorte que des gouvernements majoritaires étaient difficiles à obtenir. Et M. Pearson, quand même, sous 2 gouvernements minoritaires, a réussi à passer des programmes sociaux extrêmement généreux et extrêmement avantageux pour tous les Canadiens. Bien, M. Ouellette, je vous remercie beaucoup d'avoir participé aujourd'hui avec nous, d'avoir dédié de votre temps pour discuter de ce moment charnière de notre histoire canadienne. Et puis, aux spectateurs du Centre Pearson, merci beaucoup de vous être joints à nous aujourd'hui et au plaisir de vous revoir. Au revoir. Au revoir. Merci.